matin, bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 87e épisode des Sommeliers de la lutte. Cette semaine, à l'épisode, on a le preview ainsi que la prédiction de Bad Blood 2024, le PLE de la WWE qui aura lieu ce samedi, le 5 octobre. On va également avoir notre avis sur l'épisode 1. Le review de l'épisode 1 du documentaire sur Mr. McMahon. Oui! Sur Netflix. Fait que c'est une série documentaire de 6 épisodes. Fait qu'on va commencer cette semaine avec notre avis sur le premier. Qu'est-ce qu'on en a pensé de ça? Fait que je suis Max Perriard et je suis en compagnie du documentariste, je sais pas, Pierre Gastonguay. Oui, c'est moi ça. Documentaire, peut-être pas, je suis plus répertorien parce qu'avec le projet d'Humour 101, je suis en train de monter un répertoire d'humour, toutes les soirées d'humour qui se passent à Montréal, dans le Grand Québec et éventuellement même dans la francophonie mondiale, qui sait. Fait que humour101.ca. Allez vous abonner à notre infolette, c'est le fun ça. Plus on a de monde dans notre infolette, plus on a un outil fort pour être capable de changer le monde de l'humour. Je t'en parle, Max, là, mais éventuellement, peut-être que tout le monde le ressent un peu, là, mais dans le monde où on est, nous autres, présentement, Facebook, c'est un peu de la merde. L'algorithme, c'est un peu de la merde. Ouais. On n'est pas capable de reacher nulle part. On veut, nous, avec Humour 101, un peu dévier ce cours-là et faire de la promo sur notre plateforme à nous. Et pour ça, il faut que les gens s'abonnent à notre infolette pour être capable de bien cibler quand on veut faire de la promo. Toi, tu fais comme, hey, moi j'ai un show à Québec, puis j'ai 80% de ma salle de vendu, j'aimerais ça closer, être sold out, pour une modique somme. Nous, on va être capable éventuellement d'envoyer l'infolette à tous les gens qui sont abonnés dans le coin de Québec pour être capable d'essayer de remplir cette salle-là. Fait que c'est notre but, à moyen, court, long terme, peu importe, ça va dépendre à quel point les gens s'abonnent. Sinon, j'étais en show mardi cette semaine pour Ciné Nacho. J'avais fait à Québec justement 2 shows sur Harry Potter et sur Star Wars. Mardi passé, c'était sur Le Seigneur des Anneaux parce que oui, je suis un énorme geek. Fait que c'était super le fun. Il y avait comme 80 personnes. C'était à l'Île Noire sur Saint-Denis. Fait que c'est une belle petite salle où dès qu'il y a plus que 40 personnes, c'est toujours très le fun, cette salle-là. Et ce genre de show-là, thématique, je sais pas si t'en as déjà fait ou des shows geeks, là, suffit d'avoir un référent clair et une belle petite joke un peu clever, puis ça rit fort parce que tout le monde est comme je sais, c'est Shelob! C'est Shelob, elle fait peur, la tabarnak! C'est l'araignée dans Le Seigneur des Anneaux. Fait que c'est ça. C'est juste bien plaisant. Beaucoup de beaux projets, beaucoup de shows qui s'en viennent. Fait que des belles semaines. Très cool. Écoute, moi de mon côté, on est en préparation des poules d'hockey. Oh! Fait que là, j'en ai déjà fait un, mais que je ne participais pas activement parce que c'était pendant le mariage. Fait que on suivait une liste. J'ai fait suivre une liste, mais c'est tout le temps le plus fun de repêcher soi-même ses joueurs. Fait que ce samedi, au lieu d'écouter en direct le spectacle, je vais avoir une petite soirée de boys. Oh yeah! Ça fait longtemps que j'ai pas eu avec des chums de gars que je vois peut-être 2-3 fois par année, mais qu'on joue essentiellement pour le hockey, puis le reste du temps, on se communique ça par Messenger dans les groupes pour les games de hockey. Fait que bien hâte de décrocher un peu, de revenir un peu à une vie de sans bébé, sans tout, à pouvoir boire de la bière et ne pas tout avoir en... Sûrement, je vais penser à ma petite, ben oui. C'est comme ma première journée de congé de papa où je vais pouvoir jaser puis repêcher des millionnaires qui savent patiner. Fait que bien hâte de faire ça samedi avec les boys. Fait que ça ressemble à ça, moi, de mon côté. Et vous, sinon, de votre côté, Pierre, je pense que tu as reçu des messages. Oui, Johnny Play qui nous envoie des commentaires a rentré dans mes DM. Et il nous propose un crossover avec son podcast à lui, qui je pense qu'on est rendu à l'épisode 6, qui est sorti aujourd'hui, Let's Play, un podcast de lutte qu'il fait avec Tony, un des gars de ça. C'est juste de la lutte. Donc, allez voir leur podcast. Mais oui, on va sûrement faire un crossover. C'est juste tout le temps le fun, des crossovers comme ça. J'ai approché aussi les gars de C'est juste de la lutte aussi pour faire ça éventuellement. Finalement, Maxime a passé avait de l'eau dans son sous-sol, fait que ça comme pas à donner, mais ça va arriver, on va faire des crossovers tout le temps le fun de discuter de lutte avec d'autres gens, savoir des opinions différentes ou avoir des environnements différents, d'autres mondes qui passent sur le podcast et nous aussi aller promouvoir tout ça sur d'autres podcasts. Fait que oui, Johnny Play, on va être là. Lui parlait dans le bout peut-être de SummerSlam ou dans le bout de décembre, peut-être là, capable de matcher ça avec un événement le fun qui serait sûrement
soit SummerSlam ou je pense que c'est Wrestle Dream que dans ce temps-là aussi. On va peut-être pouvoir, ou World's End plutôt que dans ce temps-là. On va peut-être pouvoir essayer de parler de lutte avec d'autres chums. Fait que restez à l'affût, ça va arriver. Ben oui, restez à l'affût. Puis sinon, on a Pierre Pierre-Paul avec une question qui nous demandait, parce qu'on a fait quelques reviews quand même du côté des Creed Brothers. Fait qu'il nous demande une question, est-ce que vous trouvez que la Brutus Bomb, donc le finisher des Creed Brothers, est trop dangereux? Parce que Brutus, quand il le porte, il ne contrôle pas vraiment où il va atterrir, donc il se pose la question, est-ce que T'en avais parlé? On en avait un peu parlé. La première fois qu'on l'avait vu, si je ne m'abuse, en décembre dernier, il avait fait contre New Day encore à l'époque, qui était en rivalité avec eux lorsqu'il avait commencé, qu'il avait monté. Et c'est justement une chose que j'avais remarqué, c'était la confiance un peu que New Day donnait, parce qu'on s'entend, c'est plus des vétérans. S'ils acceptaient de recevoir ce finisher-là, c'est qu'ils avaient relativement confiance au Creed Brothers. Mais 100%. À date, ça n'a jamais mal viré, ce finisher-là. Je pense qu'on est à... Une fois, ça vire mal. Il y a une blessure de ce mouvement-là. Ils vont devoir le changer, mais je pense qu'on joue sur cette ligne-là présentement. Du côté de la WWE et du Booking. J'ai l'impression que tant qu'ils n'auront pas blessé quelqu'un, on va leur laisser. Peut-être qu'on va choisir quand on le fait. Quoique, ils le font quand même comme des vétérans qui sont plus de 35 ans. Fait que le corps est un peu plus fragile. Fait que on va voir. Je trouve même s'ils ne le contrôlent pas, je trouve qu'ils le font relativement bien. Mais c'est vrai que suffit que l'angle soit un petit peu différent puis t'atterrisses sur la tête ou à un mauvais endroit, le corps de M. Brutus. Fait que, écoute, est-ce que c'est trop dangereux? Et il me semble, moi je trouve ça plus dangereux certains autres mouvements qui sont peut-être plus de base, mais qu'on voit quand même souvent, comme un saut entre les cordes à l'extérieur. Il y a des mouvements comme ça que c'est sûr que le risque est mis sur toi. C'est que dans le cas de la Brutus Bomb, le risque est mis sur l'autre personne plutôt que la personne qui l'applique. Fait que c'est souvent ce genre de finisher-là qu'on veut essayer de limiter. Mais est-ce que c'est dangereux? Je pense pas encore. Moi, je trouve pas... Ils me font pas peur quand ils le font. Non, c'est ça. Il y a pas rien qui nous démontre que le risque, oui, est là, mais il n'y a rien qui nous démontre présentement qu'il y a un plus gros risque qu'un autre finisher. Puis éventuellement, oui, ça va sûrement blesser quelqu'un, mais on va en parler tantôt, là, mais le Future Shock DDT qui a blessé Punk, c'est basic comme move, mais ça a quand même blessé. Fait que t'es rendu là. Mais c'est un sport, veut pas, de contact, là, fait que tout peut être... Un simple bump peut blesser. Moi, je me souviens... Quand on le regarde, on voit qu'il n'est pas en contrôle de rien parce qu'il se lance dans le vide. Fait que oui, il y a un peu cet effet effet de pas de profondeur, mais l'effet un peu de faire comme, ok, mais il va-tu bien tomber? Es-tu capable de le faire? Fait que oui, je peux comprendre pourquoi on se pose la question. Mais... Puis côté blessure niaiseuse, moi, la plus drôle, la plus niaiseuse que j'avais vue de mon vivant, c'est Randy Orton qui, en préparant un RKO, il aime ça donner des coups un peu à terre, mais il s'est déboîté l'épaule. On a également Sami Zayn dans son entrée qui s'est déboîté l'épaule. Fait que comme quoi, tout peut un peu blesser. Les corps, ils ont beaucoup de millage dessus. Fait que ils ont beaucoup de spectacles par semaine. Fait que des fois, une petite affaire peut blesser. Fait qu'à voir, mais non, je pense je leur laisserai. Je leur laisserai pour l'instant. Fait que il y a des choses plus dangereuses que j'ai vues dans le passé. Ensuite, on va commencer l'épisode et on commence comme tous nos épisodes avec le fameux Qui le fait mieux, Pierre? Cette semaine, à Qui le fait mieux? Qui le fait mieux? Le leader du Judgment Day. Parce que on a passé quand même plusieurs personnes qui souvent s'est auto-proclamé comme leader du Judgment Day. Et présentement, on est un peu dans l'ère Finn Balor qui, je crois, a l'air d'avoir pris un peu le stable sur ses épaules. Même si on dit qu'il n'y en a pas de leader. Ouais, c'est ça, mais c'est ce qu'on ressent quand même du côté. Il y a tout le temps un leader dans peu importe le groupe. Donc, qui le fait mieux, leader du Judgment Day? Entre Edge, le fondateur du Judgment Day, Rhea Ripley ou Finn Balor? J'ai pas mis Damien là-dedans parce que quand c'était Damien, c'était Rhea. Je trouve que Rhea faisait le meilleur job. Bref, j'ai choisi Edge, Rhea Ripley ou Finn Balor. Qui le fait mieux, leader du Judgment Day? D'après toi, Maxime? Écoute, moi je vais y aller avec Rhea Ripley. Je pense qu'elle a mis à son image ce groupe-là. Elle a réussi également à faire tenir la tête de l'eau, le groupe, lorsque ça allait pas bien. Puis quand ça commençait à bien aller, elle les a fait voler avec elle, ce groupe-là. Fait qu'est-ce que le groupe aurait survécu aussi longtemps si Rhea n'avait pas été
la leader un peu incontestée de ce groupe-là. Je ne crois pas. Ouais. On a mis beaucoup d'efforts du côté du booking et du côté de la compagnie sur Rhea Ripley. Et dans ce cas-ci, ça l'a payé parce que j'ai vraiment l'impression que Judgment Day sans elle aurait été vraiment différent. On va le voir parce que présentement, elle n'y est plus. On a quand même donné Liv Morgan qui a beaucoup de charisme. Oui. Et je pense que Dominique également est rendu ailleurs dans sa carrière. Absolument. Mais Rhea, à ce moment-là, était la femme de la situation pour élever ce groupe-là. Moi, j'y vais avec Edge parce que je trouve que non, c'était pas le plus beau moment du Judgment Day, mais je pense qu'il y avait une vision avec le stable, il voulait aller quelque part et même s'il éventuellement n'a plus fait partie du stable, j'ai l'impression qu'il gardait quand même la main créatrice à l'intérieur du stable et vers où on voulait aller. Là, évidemment, il a changé de compagnie, il est parti ailleurs et le stable a explosé par la suite grâce à Rhea Ripley. Mais pour la vision qu'il y avait et pour ce qu'il a installé au début, même si c'était pas parfait, loin de là, je vais aller pour Edge. Puis je trouve que c'était le seul leader où on était comme, c'est lui. C'est un leader clair. Fait que pour toutes ces raisons, pour moi, je vais aller avec Edge, même si c'était pas les plus beaux moments du Judgment Day. On s'entend. Que vous, qui vous trouvez est le meilleur leader? Si c'est Damien Priest, dites-nous-le. Si vous trouvez que c'est Dominique, le meilleur leader, dites-nous-le. Carlito? Peut-être que t'es un leader discret. Ça existe aussi. Hein? Dis à tout le monde de manger ses fruits comme il faut. Exactement, hein? Il est smart, il est bright. Dites-nous dans les commentaires. Et on va poursuivre avec genre de. Écoute, c'est sûr, si mettons, t'as jamais écouté la lutte, spoiler alert. Ouais. Mais on s'entend, le documentaire sur Mr. McMahon, qui est présentement, qui vient de sortir sur Netflix, la docu-série, 6 épisodes. Est-ce qu'il y aura une deuxième saison? Peut-être. Il y a beaucoup de stock qui a été filmé. Je suis pas mal certain qu'on n'a pas tout réussi à mettre dedans et qu'on pourrait ajouter d'autres choses. Et peut-être se mettre en équipe avec des Chris Jericho de ce monde qui ont fait déjà beaucoup de stock avec Dark Side of the Ring. Mais ne serait-ce que si tu n'as jamais écouté la lutte, si tu nous écoutes, tu tombes sur cette vidéo-là, t'es pas fan de lutte, ben spoiler alert, on va parler de ce qui se passe. Mais je pense que si tu as le moindrement suivi la lutte depuis dans les dernières années, ça va être spoiler-free parce qu'on va plus parler de notre avis face à ce qui s'est passé. Les émotions véhiculées au travers de ça, plus que le contenu en tant que tel. Exact. Mais c'est sûr qu'il y a un peu de contenu qu'on va parler. Ouais, je pense qu'on n'a pas le même avis sur. On va parler exclusivement ou à peu près là, de l'épisode 1. Ouais. Je pense qu'on n'a pas la même vision de ce que c'est. Mais je te laisse commencer. Comment? Mais écoute, faire une mini description du premier épisode. On commence vraiment. C'est sûr que dans l'intro, on met la table sur l'entièreté un peu de la réalisation de ce documentaire-là, jusqu'à les allégations d'agression sexuelle envers Vince McMahon qui ont été mis au jour à la fin du tournage. Fait on le nomme dès le départ. Peut-être un côté que moi, j'ai peut-être un petit peu moins apprécié, mais j'avais hâte de voir qu'est-ce qu'il allait faire, mais on a vraiment décidé de ne pas l'intégrer. Donc, ces choses-là, on décide comme d'un peu le mettre de côté puis d'y aller un peu dans l'ordre chronologique des choses. On fait pas un rappel à « Hey, vous voyez ce qu'il dit là? » On pourrait le mettre en en genre de parallèle avec les accusations plus tard. On fait pas beaucoup ça dans le premier épisode, même dans les autres épisodes que j'ai écoutés. Je suis rendu au 3e de mon côté. Fait que ça, c'est un petit peu décevant parce que je pense qu'il y avait beaucoup de manières de faire des parallèles, notamment dans le 2e épisode. Il y a beaucoup de choses que Vince fait ou qui dit que c'est un peu invincible. C'est l'Attitude, c'est l'épisode Attitude où il parle de le 2, non, le 2, c'est vrai le 3 également dans le Screwjob, mais non, le 2 avec un peu comment on a décidé de mettre de l'avant, puis le fait que les femmes n'étaient pas vraiment dans le business, pis ces choses-là. Je pense qu'on aurait pu mettre un peu de trucs. Mais pour l'épisode 1, si t'es un fan d'histoire, je pense, c'est quand même très intéressant de voir la construction de l'empire de Vince McMahon, puis un peu de voir qu'est-ce qui... il part d'où, Vince? Il y a une chose que... Écoute, je m'en souvenais, mais j'ai été un petit peu déçu qu'on n'a pas plus mis de l'avant. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais c'est toute son enfance. Où, de ce que je comprends, son père l'a comme semi-abandonné pour aller faire sa business. Ouais, c'est ça. Puis il a dit, gars, va avec ta mère, puis sois élevé par ton beau-père, puis... Tu sais, il y a vraiment comme 2-3 lignes seulement où il dit, gars, je t'ai battu à tous les jours, puis jusqu'à 12-13 ans, jusqu'à temps que je sache c'est qui mon vrai père, puis là, quand je sais c'était qui mon vrai père, ça m'a comme orienté. Tout ça, mais on dirait que j'aurais aimé qu'on en sache un petit peu plus sur ce début de vie-là, très difficile de Vince, qui aurait peut-être pu expliquer l'homme qui est devenu par la suite.
Est-ce que c'est lui qui voulait pas en parler plus? Peut-être qu'on a comme forcé la main puis il voulait juste jamais rentrer dans ces souvenirs-là qu'il avait Moi, décidé j'ai d'enterrer. l'impression que pour les premiers 3-4 épisodes, c'est Vince qui est encore la tête décidaire la tête au-dessus qui décide de tout, asti. Puis il y a bien des affaires, je crois, qu'on n'a pas mis dans le documentaire ou qu'on n'a pas eu assez d'infos pour être capable de mettre dans le documentaire, même par après quand il a démissionné ou quand il est parti. Ouais. Fait que j'ai l'impression qu'il y avait la main mise dessus. Puis à cause de ça, il y a certaines arcs narratives, dont son enfance, puis de 0-12 ans, où on n'a pas été creusé parce qu'il voulait pas aller creuser là. C'est l'impression que ça me donne, parce que oui, il y avait du jus là. Maintenant, Ben, je pense il y que a des j'aurais décisions à prendre vraiment aussi. aimé Ouais, savoir l'avis de Vince sur. Tu sais, il Ouais. dit rapidement, puis il enlève du revers de la main, mais c'était quoi l'impact réel? Tu sais, on le sent un petit peu, l'espèce d'approbation paternelle qui cherche, qui veut. Peut-être même, là on s'entend, c'est de la spéculation de mon côté, mais j'oserais peut-être même dire qu'il s'invente peut-être à quelque part. Mhm. Il y a notamment une phrase là, où il dit un petit peu avant la mort de son père, une journée avant la mort de son père, finalement il dit qu'il l'aime, que finalement il dit que fuck you tout le monde, t'as bien Ouais. fait d'aller acheter tout le monde. Alors, ça, tu sais, on a juste la version de Vince, mais tous les autres intervenants qu'on interview, puis toute l'histoire de la lutte, ce qu'elle nous dit, c'est que Vince Senior, le paternel, était vraiment pas content qu'on brise le côté des territoires. Ouais. Fait qu'on dirait c'est comme une. Tu sais, ça n'a pas été challengé par les documentaires. Puis je pense que c'est là-dessus le plus gros défaut du documentaire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de challenge face à ce qu'il dit dans les réponses de Vince McMahon. Mais tout ce qu'il dit, je le prends tout le temps avec un petit. Il veut-tu juste embellir l'histoire? Ouais. Ou au contraire, sa vision, il s'est tellement raconté un peu ce mensonge-là ou cette vision-là qu'au final, il croit pour vrai que son père, il l'aimait finalement. Il était content qu'il ait acheté tout le monde et qu'il ait détruit un peu la business. Peut-être que c'est vrai, là c'est vraiment de la spéculation de mon côté, mais on a juste la version de Vince, puis quand on a juste la version de Vince, j'ai de la misère à le prendre pour du cash, ce qu'il me dit. Fait que ouais, là-dessus, ça, je pense que tout le côté qu'on le construit également, t'as plus ou moins aimé l'angle dans lequel on le met dans le premier épisode. Ben, moi, j'ai aimé, en fait, ce que. Moi, je l'ai fini, là, j'ai binge-watché ça en 2 jours, là. Ce que j'ai aimé, c'est. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs couches à ce que j'essaie de dire, plusieurs niveaux. Le niveau que c'est un documentaire qui s'adresse au grand public, je le comprends et je pense que c'est un très bon documentaire pour le grand public qui découvre cet univers-là ou qui en connaît un peu, mais qui creuse un peu plus loin au travers de ça. Dans les 3 premiers épisodes, on dépeint Vince comme un babyface, pour utiliser des termes de lutte, comme un gentil, comme quelqu'un qui a overcome, qui est passé par-dessus des traumas puis qui a réussi à bâtir cet empire-là. Et c'est comme ça qu'on le dépeint, pour avoir une meilleure twist à la fin, pour être capable de finalement voir que, ok, mais le flou entre Mr. McMahon et Vince McMahon, est-ce que c'est si flouté que ça? Parce que c'est un peu ça le questionnement qu'il y a en arrière du documentaire, c'est est-ce que Mr. McMahon, le personnage qu'on voit, et Vince McMahon, c'est la même personne? Honnêtement, on finit le documentaire et on le sait pas encore. Fait que je trouve pas qu'on était capable de se rendre à ce point-là. De toute façon, on pourra revenir plus en détail au fur et à mesure que le documentaire avance. Puis tu vas avoir ton opinion aussi quand tu vas te rendre au bout de ça. Maintenant, ce que j'aime moins du documentaire, d'un point de vue de fan de lutte, c'est que j'ai rien appris de nouveau tant que ça. Où il y a certains dead spot que j'aurais été creusé, un peu comme son enfance dans l'épisode 1, et il y a certaines autres choses dans les autres épisodes, on y reviendra à ce moment-là, et aussi la signature visuelle, c'est bien, c'est dynamique, mais je trouve que c'est un peu drabe, il n'y a rien de magique à écouter ce documentaire-là, c'est des entrevues assises avec des visuels de Raw, de SmackDown, d'entrevues, ainsi de suite, qui reculent dans le passé. Fait que je trouve pas qu'il y avait rien de spécial dans la signature visuelle. Fait que c'était tough à écouter par bout parce que je perdais un peu le focus, parce que j'apprenais rien, parce que je me doutais où la ligne directrice du documentaire s'en allait. Fait que, comme fan de documentaire t'aurais comme aimé tel, avoir plus de peut-être rivaux, justement, de territoire, qui viennent dire leur avis, leur opinion, qui sont peut-être même plus dans le monde de la ville, de la lutte. Tu sais, moi, mettons, avoir des gens du territoire au Québec, mettons, Québec et Nord, qui est au nord, on était quand même le territoire voisin de Vince.
quand même, c'était quand même un territoire particulier également parce qu'on est en français, tout ça, mais j'aurais aimé avoir un petit peu plus de les promoteurs de l'époque qui avaient les rênes de ce territoire-là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi votre point avis? de Parce vue? qu'on a beaucoup les gros noms, Ted Turner, tout ça, mais on dirait qu'on manque les petits à côté. T'sais, on a zéro le Stampede de Calgary qui a quand même réussi à survivre pendant longtemps malgré les attaques de la WWF. Mais à part, puis la AWA qui est évidemment éventuellement devenu le compétiteur, mais t'es comme. On dirait que j'aurais pris plus, moi, moi aussi, je trouve ça très incestueux d'avoir. Adversaire. Juste des gens de la WWE. Oui, il y avait Meltzer. Oui, il y avait le journaliste Shoemaker qui venait un peu. Mais lui, il le déteste, là, c'est Oui, genre oui, noir et blanc. oui. C'est les gens qui sont le plus dans le noir ou le plus dans le blanc. 100%, les mais gens dans le gris pâle. Oui, exactement. Des gens de l'extérieur qui peuvent avoir une opinion, puis qui n'ont pas peur de Vince, puis peur des réprimandes qu'il peut avoir par après. C'est tous des gens qui, littéralement, lichaient son cul parce qu'un moment donné, il y avait cet angle-là où il fallait que tu ailles littéralement licher le cul à Vince sur le ring. Mais c'est ça que c'est la WWE qui a beaucoup été... Il y a eu même mise sur le documentaire pendant une longue période de temps. Voilà. Puis on raconte l'histoire que la WWE veut qu'on raconte. Même s'il y a certains moments où on n'a pas le choix de montrer l'autre côté de la médaille. Oui. Dans ce bout-là, le premier épisode, j'ai l'impression que énormément la vision de Vince et de la WWF qui est beaucoup embellie selon moi, même si on raconte que oui, les territoires ça marchait comme ça, t'as pas le choix de le raconter parce que c'était de même. Absolument. Mais c'est que dans l'angle de j'ai fait ça, puis il fallait que ça soit ça pour que la business évolue, puis qu'est-ce que tu veux? La phrase il fait toujours ce qui est mieux pour la business revient 4 fois par épisode parce que c'est la vision de Vince, puis c'était ça. For business. C'est ça. Puis peut-être un autre truc que j'aurais peut-être voulu avoir un petit peu plus, c'est on le voit quand même, mais la tactique, on l'a pas mis en parallèle avec l'épisode 3 où la WCW fait exactement cette tactique-là pour essayer de contrer la WWF à l'époque. Mais il vient littéralement voler les lutteurs des différents territoires pour faire un show avec ces mêmes lutteurs-là, puis là, voler le territoire. Puis là, lui, dans la vision de Vince, qui dit c'est juste de la compétition. C'est normal, là, tu sais, moi, c'est honnête ce que je fais. Je leur offre un meilleur salaire. Exact, c'est juste la business. Salaire, mais lorsqu'il est dans le rôle de la personne qui se fait voler ses talents, là, il est fâché, c'est ma propriété intellectuelle, c'est ci, c'est ça. Fait que cette dichotomie-là, on l'a construit chronologiquement, mais on dirait que ces deux éléments-là, je les aurais collés, moi. Il a fait un événement. Tu sais, si on aurait voulu dépeindre Vince, mettre ces deux épisodes-là collés, et montrer cette espèce de. D'un côté, il se sent full victime, et de l'autre côté, il fait la même tactique, mais. Non, mais ça, c'est la business, c'est là que ça fallait aller. Puis Bischoff l'a collé, par exemple, dans le documentaire. Bischoff a fait comme Chris, c'est ça qu'il a fait à tout le monde. Oui, exact. Mais Bischoff, on s'entend, il est comme. S'il y a une personne qui est le plus. Il est comme tellement gris, mais il est plus du côté qu'il l'haït, qu'il l'aime. Mais il est très business, Bischoff. C'est ça. Mais c'en est un qui je trouve le plus intéressant à écouter. Même en tout cas, à date, là, Paul Heyman, il s'est beaucoup adouci. J'ai l'impression que si on avait eu des entrevues de Paul Heyman début des années 2000, ça aurait pas été la même chose. Ça aurait été un peu différent. Là, il a un peu été acheté par la WWE dans les dernières années, dans les derniers 10-15 ans. Fait on dirait qu'il y a juste Eric Bischoff qui est le vrai, si on veut, porte-parole contre un peu ce que Vince faisait. Puis des fois, évidemment que le journaliste. Oui, mais c'est ça, exactement. T'as Meltzer, t'as Shoemaker, des fois, dans plein milieu, qui font comme ce qu'ils disent, c'est pas exactement ça, c'est plutôt ça. T'es comme, je sais pas si on parle des allégations envers Pat Patterson, puis ils font comme, on reviendra dans le deuxième épisode. Ok, ça, c'est dans le deuxième épisode, ok, parfait. On y reviendra à ce moment-là. Mais c'est ça. Pour le premier épisode, je pense que c'est les côtés que moi, j'aurais aimé un peu plus qu'on creuse, mais côté historique, mettons, cours d'école, genre, tu montes l'épisode 1, puis t'as un bon portrait, quand même, de ce que c'était, puis des différentes étapes qui ont amené la WWF à dominer le marché, et comment Vince a réussi à placer ces pions-là. C'est quand même mis sous un regard tu sais, c'est raconté par le gagnant, c'est pas raconté par les perdants, mais c'est quand même une bonne manière de voir comment ça s'est construit. Puis là-dessus, j'ai quand même apprécié ça. Après, le côté, c'est ça. Le bout que je crois un peu moins, c'est qu'on fait parler les morts, puis lorsqu'il fait parler son père, qu'il l'aime tellement, puis qu'il l'a pardonné, puis qu'il a bien fait de tout ça. Moi, j'ai un petit bémol là-dessus. J'ai l'impression que c'est peut-être pas nécessairement
la vérité, mais c'est les vérités qu'on voulait mettre à l'intérieur du documentaire. Ouais. Fait que moi, ça ressemble à ça pour l'épisode que j'ai quand même aimé, mais ça l'a nourri l'émotion d'histoire en dedans de moi. Même si je la connaissais, je trouvais que ça l'a quand même bien été montré de partir des territoires versus se rendre jusqu'à WrestleMania 1. L'espèce de... À quel point c'est intense ce saut-là de faire. Et truc intéressant également, apprendre que Dusty Rhodes aurait pu être le prospect numéro choisi. 1. Avant qu'on trouve Hulk Hogan, Vince s'enlignait vers Dusty. Et c'est Dusty qui a fait comme un non, peu choqué. J'y crois pas à ton monopole, je veux pas embarquer là-dedans. Ouais. Mais même, je pense qu'il y avait. La version de Vince, c'est de dire que Dusty l'avait peut-être pas sur ses épaules. Puis on entend Cody également qui en parle, que peut-être que Dusty, il s'en sentait pas nécessairement avoir ce qu'il fallait. La vision de. Ou l'ego, peut-être même. L'ego de se dire, c'est moi qu'on va mettre de l'avant. Même s'il y avait le charisme pour l'être. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas l'ego comme Hulk Hogan a un ego démesuré pour se rendre à cette hauteur-là. Fait que ça, j'ai quand même trouvé ça intéressant qu'on mette. À quel point l'histoire de la lutte, tu sais, mettons le dernier WrestleMania avec Cody qui enfin gagne, ben c'est tellement différent si on décide que c'est Dusty, l'homme de la situation. Tout est différent. Fait que ça c'est le côté que j'ai peut-être appris une petite affaire dans le documentaire. Fait que bref, c'est notre avis. Fait que si vous l'avez vu, si jamais vous tombez sur la vidéo et que vous n'êtes pas des fans de lutte, ben dites-nous vous comment vous l'avez perçu, ce documentaire-là. Et si vous êtes des fans de lutte, évidemment, comme qui nous suivent à chaque semaine, ben dites-nous, vous, si vous l'avez vu, l'épisode 1, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette... un peu, c'est ça, cette genèse de ce que va devenir la WWF avec l'arrivée de Vince au pouvoir et la manière que ça s'est fait. Yep. Fait que, dites ça dans les commentaires. Toujours hâte de vous lire, de vous entendre là-dessus. Puis on va revenir sur chacun des épisodes. Fait que, on commence avec le premier. Puis c'est notre avis sur celui-là. Maintenant, écoute, on y va avec le gros morceau de viande de notre épisode. C'est la prédiction, le preview du PLE de la WWE Bad Blood 2024 qui sera ce samedi. Je pense que c'est dans le centre des États-Unis. Fait que ça va commencer un petit peu plus tôt. Je pense que ça commence à 6h. Good! On va pouvoir se coucher tôt! Ouais, pour ceux qui l'écoutent en direct. Fait que une petite carte, écoute, on est après Raw. Fait que mon nez qui disait qu'il allait avoir un match Sami Gunther finalement. Il y en a un, mais ça va être à Raw. Voilà. Donc on n'a pas ajouté le match sur la carte. Fait qu'on s'en tient seulement aux 5 cartes, aux 5 matchs qui étaient déjà annoncés. Et on va commencer ça avec les deux premiers qui ont été construits dans la même histoire. Fait que c'est quand même... il y a très peu de spots dans les PLE présentement. Mais la même histoire a 2 matchs. Ça te montre la force quand même de cette histoire-là. Complètement. Qui est écrit à long terme depuis quelques mois, quelques années même, au moins 1 an et demi. Ouais. Fait que d'abord, on va commencer avec la moins intéressante, Damien Priest contre Finn Balor, mais l'histoire c'est construit en général explosion du Judgment Day. Ouais. Au cours des derniers mois, l'arrivée de Liv Morgan, dans la vie du Judgment Day pour attaquer Rhea Ripley qui s'est fait voler Dominic Mysterio. Mais si on se concentre juste sur Damien et Finn Balor, c'est un peu le match revanche de pouvoir. C'est ça. En fait, c'est le match revanche pour avoir coûté la victoire à WrestleMania, à SummerSlam plutôt, à cause de Finn Balor qui a mis la jambe. Il a fait perdre la ceinture à Damien Priest. Exactement. Puis il n'a pas encore eu sa revanche. Quand on est sorti de SummerSlam, on a eu, je pense que Damien voulait aider Rhea Ripley à avoir sa revanche, à être capable de se venger de son petit Christ, de Dom et de Liv Morgan. Et lui, il n'a pas pris le temps de penser à lui. Il est généreux, Damien, finalement. Et c'est là que ça va se passer. Il va se battre. C'est un match en simple. De ce qu'il y a de plus simple. J'ai l'impression que si on peut avoir un Finn Balor qui est en forme et qui nous sort un gros match, Damien va être capable de suivre aussi. Puis je pense que la chimie, les deux peuvent avoir une belle chimie ensemble pour nous sortir un gros match. Fait que j'espère que ça va être un gros match de lutte. Parce que dans cette histoire-là, dans cette trame narrative-là, depuis le début, on n'a pas des gros matchs de lutte. C'est toujours des matchs très rivés sur l'histoire. Ce qui est très correct parce qu'il y en faut. Il y a beaucoup d'interventions également. Exactement. À voir si dans ce match-là, il y aura des interventions ou pas. C'est ça, exactement. Moi, je m'attends à un gros match de lutte. Puis j'espère que c'est ce qu'on va nous donner parce que les deux sont capables de le faire.
pense que oui. Puis moi aussi, j'espère qu'on va limiter les interventions. Mm-hmm. Je pense que c'est indéniable qu'à quelque part dans le match, Judgment Day va venir. Oui, ben oui. Mais j'espère rapidement avoir un call d'arbitre qui les sort pour que on puisse, comme, tu sais, mettons, dans notre charge mentale de ce match-là, ça soit mis rapidement de côté. OK, le Judgment Day n'est plus là. Ouais. Et là, on se concentre juste sur les deux un contre un. Il va falloir que ça se finisse relativement clean, ce match-là. Fait que... ouais, écoute, un match... puis je pense que l'entièreté de la carte, quand même intelligent, comment ça a été bâti, là, le nom Bad Blood. Fait que c'est comme pour dire que quand tu as un peu de ressentiment face à quelqu'un. Fait que les 5 matchs ont des grosses rivalités. Ouais. Et je pense qu'effectivement, Finn et Damien, c'est une rivalité qui dure depuis quelques temps. Lorsqu'on a appuyé sur la gâchette de tout ça, ça a été efficace. Je pense qu'on aurait peut-être pu le faire tranquillement, pas vite, un peu plus. Okay, j'ai notamment dans le build là, aimé c'est un segment backstage, mais où Finn vient dire un peu que c'est lui qui était derrière Liv Morgan qui vient s'intégrer un peu là, au Judgment Day. Il tirait les ficelles de tout ça. Là. Un peu exactement. Fait que je pense que si on avait plus mis ça de l'avant ou plus d'indices, qui nous laissait pointer vers. Hey, effectivement, je trouve ça un peu mince comme histoire pour les J'ai l'impression qu'on se concentre plus sur l'autre match. Donc, dans ce match-là, on l'a comme écrit par en arrière. On a fait moins d'éléments. Mais Finn Balor, finalement, il était là aussi. Mais j'ai l'impression qu'on s'est plus concentré du côté des dames. Est-ce que ça voudrait dire qu'on s'enligne vers une fin pour toute cette feud-là? On s'enligne vers quelque chose de plus abouti, puis les deux vont partir dans des chemins différents à partir de là? Moi, c'est mon impression. J'ai l'impression que c'est le point d'exclamation de les deux matchs. Là, ça va être la fin de cette version-là de Judgment Day. On va partir d'un côté par la suite. Peut-être que Rhea Dom, c'est peut-être pas terminé. Ok, ouais. Mais on va voir. Moi, j'ai toujours l'espoir qu'on ait éventuellement un match intersexe là, avec Rhea contre Dominique. C'est vraiment, je pense, le fun. Oui. Mais du côté de Damien contre Finn, écoute, à voir comment ça va se faire. Évidemment, dans le match, dans le questionnaire que vous pouvez répondre, qui est en ligne présentement, puis savoir qui du Judgment Day va venir intervenir. Est-ce qu'il y aura des interventions à voir? Et vous, qui vous avez gagné? Toi, Pierre, t'as qui gagnant? Ah, c'est Damien. Je me pose même pas la question. C'est Damien Priest qui va gagner ça. Là. À moins qu'on repise sur le piton play pour un autre 3 mois avec ces deux-là, mais je penserais pas. Je pense qu'on a squeezé le citron en masse. Là. Ouais, je pense... Écoute, c'est moins clair dans ma tête, mais je pense je penche un peu plus du côté de Damien Priest aussi. Ça dépend. Si on continue l'histoire, c'est Finn. Parce que s'ils nous donnent exactement ce qu'ils font avec Punk et Drew, ils vont les tirer encore longtemps. Parce que un perd, un gagne, peu importe, là, un moment donné, ça s'étire, ça fait 1 an que ça dure. Si on veut en finir puis passer à autre chose, c'est Damien qui va gagner. Mais là, c'est à savoir, c'est ça. L'histoire, elle s'écrit comment, rendu là. Moi, je vois Damien gagnant parce que j'aimerais ça qu'on aille vers autre chose. Ça, c'est mon impression, là. Moi, je pense aussi j'ai Damien gagnant pour l'amener dans un autre programme. Pour un peu le sortir de là, commencer à préparer le terrain vers éventuellement WrestleMania. Ouais. Donc, je vais y aller avec la victoire de Damien Priest. Peut-être. À voir ça va vers où. Mais oui, commencer à le construire parce que Finn, j'ai l'impression qu'il est un peu rendu... on va dire, il est fait en caoutchouc face aux défaites. Là, ça oui. Complètement perméable. Il perd pas vraiment d'aura, Finn Balor, malgré les défaites. J'ai l'impression qu'on va C'est un bon méchant pour ça. Parce que même s'il perd, ça dérange pas. Il est comme un jobber de luxe, tu sais. Un peu. Il est dans le même rôle que Dolph Ziggler a été pendant longtemps. Mais là, du côté des méchants... Fait que ouais, écoute, je vais y aller avec Damien Priest aussi de mon côté. Cool. Et nous le dire, vous. Et dans le même souffle, Liv Morgan contre Dirty Dom. Fait qu'évidemment, une rivalité qui se construit depuis plusieurs mois. Ça commençait avant, mais c'est à SummerSlam que Liv a battu Rhea Ripley pour conserver le titre de championne du monde après une intervention. De son petit Dominique qui l'a trahi complètement. Parce que Dominique et Rhea étaient en couple depuis quand même une belle lurette, un bon 1 an. Oui, c'est ça. Elle est partie.
Liv, on l'a tout dit, cette histoire-là, depuis un bout. Et en fait, c'est à ce point-ci, ce qu'on veut nous battre, c'est que dans l'épisode de Raw, Liv Morgan attaque Rhea Ripley et blesse sa jambe. Puis plus tard dans la soirée, Priest et Uso font équipe pour vaincre le Judgment Day. Fait que c'est ça, tout ça qui se promène toujours, là. Tout le monde se bat contre tout le monde veut battre tout le monde. La semaine d'après, on a annoncé que Morgan défendra son titre de championnat contre Rhea Ripley dans un match revanche à Bad Blood, tandis que Priest et Balor, eux aussi, vont le faire, on vient d'en parler. Dans l'épisode du 23 septembre, on a annoncé aussi que Mysterio sera enfermé dans une cage à requins suspendu au-dessus du ring pendant le match de Rhea Ripley. Fait que ça, c'est un petit rappel au fait que lorsque Dominic était dans son année où il était en couple avec Rhea, ben son papa il a appelé la police contre lui, puis il a été pendant un week-end derrière les barreaux. Fait que ça a été quand même un moment charnière dans la construction du personnage de Dominic Mysterio. Et ben, le fait de l'enfermer dans une cage, ben, ça rappelle cette histoire-là. Dans le dernier Raw, on a également ajouté un nouvel élément, que Dominic serait claustrophobe. Fait que, il est claustrophobe, il n'aime pas ça. Fait que peut-être n'acceptera pas facilement d'entrer dans cette cage-là. Je sais pas si... En tout cas, pour qu'on décide d'ajouter cet élément-là, j'ai l'impression qu'on va l'utiliser dans le match. Je pense que oui. Pour donner de nulle part. Ouais, c'est ça. Ça sort de nulle part, fait que j'ai l'impression que il va trouver une manière de s'en sortir de la cage. Moi, c'est mon impression. Il va trouver une manière de s'en sortir de la cage. Il va peut-être flotter au-dessus. Et comme il n'est pas enfermé, il va... Fait que, bref, est-ce qu'un gros spot attend? Un gros bump, c'est ça, là. Exactement, un dive, là, incroyable. Exact. Fait que, à voir qu'est-ce qui va se passer. Parmi les questions, mais évidemment, est-ce que tu crois que Dominic, même s'il est dans une cage, aura un impact sur le match? Oui. Et l'autre question, est-ce que tu penses que Dominic réussira à sortir de la cage durant le match? Ou restera dans la cage tout le long? Non. Il va intervenir, je ne sais pas exactement de quelle façon. Est-ce qu'il va sortir de la cage? C'est ça, c'est sans voir le setup. Est-ce qu'il va être enfermé? Est-ce qu'il est juste en hauteur? Est-ce qu'il est... Oui. Il va réussir à sortir. Oui, c'est claustrophobe, il va paniquer puis il va trouver une façon de se sauver. Parfait. Moi, je pense qu'il va... Je pense que oui aussi, pour les deux. Il va réussir à sortir puis il va... Je sais pas de quelle manière il va réussir à avoir un impact. Et qui as-tu gagnante pour le match entre Liv Morgan et Rhea Ripley pour la ceinture féminine? C'est exactement le même dilemme qu'avec Finn et avec Damien. C'est que si on continue l'histoire, c'est Liv qui va gagner. Si on veut passer à autre chose, c'est Rhea qui va gagner. Par contre, est-ce que il pourrait avoir, pas un turn, mais avoir un fuck avec Dominic qui rend Liv en tabarnak, mais en même temps, ils sont tellement en symbiose présentement comme personnage que je sais pas à quel point un et l'autre pourraient tourner. Et ce qui fait que peut-être qu'on va se diriger plus vers Dominic et Rhea, comme tu le disais. Maintenant, celle-là est tough. C'est qu'elle est tough. Parce que c'est pour la ceinture, right? Oui, c'est pour la ceinture. Bon. Rhea, je crois, va encore devoir courir après cette ceinture-là. Liv Morgan, parfait. Ouais. Je vais mettre Liv Morgan aussi de mon côté. J'ai l'impression que Dominic va réussir d'une quelconque manière à donner l'avantage. Continue à avoir du hit sur Dominic puis de faire chier Rhea. Continue à bâtir Rhea comme une grosse babyface. Ouais. J'ai l'impression que ça va alimenter le fait que Rhea veut de plus en plus casser la gueule à Dominic Mysterio. Ouais, peut-être qu'elle n'aura pas de nouvelles chances à la ceinture de Liv, mais peut-être qu'on va lui donner la chance de se venger contre son ex-petit copain Dominic Mysterio. Moi, c'est ce que j'espère qui va arriver. Je pense que beaucoup de gens aimeraient ça également, avoir un match entre les deux. Puis je pense que ça légitimerait également beaucoup Rhea Ripley d'avoir une belle victoire et ça serait très catalyseur pour le public de voir Dominic Mysterio se faire casser la gueule par Rhea Ripley. Fait que, moi, je vais y aller avec Liv, mais Dominic sera la raison principale pourquoi Rhea va perdre ce match-là. Fait que, pouvez-vous le dire, vous aussi, en répondant au questionnaire dans les commentaires. Prochain match. Un autre match qui est quand même construit sur la longueur depuis le retour, en fait. C'était à Survivor Series l'an dernier. Dès l'arrivée de CM Punk à Survivor Series, on a commencé à mettre les graines de tout ça parce que qui n'était pas dans le match quand il est arrivé? C'était comme un match à plusieurs. Et il y avait Seth Rollins et il y avait Drew McIntyre qui était très fâché très pas content. Et on a poursuivi ça. Malheureusement, une blessure à Royal Rumble a mis une petite pause à tout ça, mais on est revenu à SummerSlam
avec une série de matchs. Fait qu'on est rendu au 3e match. Un match à NSL. Normalement, un match à NSL. C'est la fin. C'est la fin d'une rivalité. Fait que c'est présentement 1-1, cette rivalité-là, qui de CM Punk et Drew McIntyre vont ressortir gagnants. Une construction quand même efficace, moi j'ai trouvé. Là. Oui, absolument. Surtout pour mettre de l'avant le Hell in a Cell, plus que le côté amertume des deux lutteurs. Ouais. Je pense qu'il est là quand même très bien installé là, depuis les 2 derniers matchs. Là. Fait que là, on a plus mis de l'avant. On a mis over la cage en tant que telle, plutôt que la rivalité. Bien dit. Ce qui est quand même, je pense qu'il est une bonne chose dans mon côté. Moi, j'ai quand même apprécié ça. Je pense que c'est ce qu'il faut, puis j'ai l'impression que d'ajouter un Hell in a Cell dans un pay-per-view où c'est pas ça qui est mis de l'avant, ce n'est pas un pay-per-view Hell in a Cell, c'est un pay-per-view Bad Blood. Je n'ai jamais aimé les pay-per-view Hell in a Cell. J'ai l'impression que... Ça enlève la magie. Oui, exactement. Puis c'est une gimmick qui s'essouffle assez vite. J'ai l'impression que c'est dur de se renouveler. Les Young Bucks avec les Lucha Bros, il y a 3 ans, dans un match complètement fou raide, ont réinventé, où ils ont poussé une nouvelle stratosphère de comment utiliser une cage dans ce genre de match-là. J'ai l'impression que la WWE n'a pas encore trouvé exactement comment pousser ce niveau-là. Je veux dire, après Mankind et Taker, c'est dur en tabarnak de pousser ce genre de concept-là plus loin. Mais on a réussi quand même à bien le faire. Tout ça pour dire que j'aime mieux avoir un match Hell in a Cell à l'intérieur d'un autre pay-per-view que d'avoir un pay-per-view Hell in a Cell où on est comme obligé d'avoir une cage-là. J'ai l'impression que la façon qu'on l'écrivait, c'est comme « Hey, ça adonne qu'on est en feud, et il y a le pay-per-view Hell in a Cell dans 3 semaines. Ben, on va avoir un match Hell in a Cell sans vraiment avoir de raison. » Tandis que là, on a une vraie bonne raison, on est capable d'enfermer les deux dans une cage et se calisser une volée. Fait que j'aime beaucoup, justement, où ça a été toute l'affaire avec le bracelet. Avec le strap match qui est une autre stipulation qui peut être un calvaire. J'ai plus apprécié que toi ce match-là, ce strap match-là. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'on va être capable de me donner dans le Hell in a Cell. Punk qui dit des bonnes phrases du genre il me reste encore beaucoup de matchs de lutte dans le corps, mais il me reste juste un Hell in a Cell. Fait que j'ai l'impression qu'il il m'en reste 0 Hell in a Cell. Celui-là, il est déjà trop. Déjà trop, c'est ça. Fait que j'ai l'impression qu'il va tout donner. Puis on n'a pas vu un Punk dans la dernière année qui a tout donné là, parce qu'il était blessé, parce qu'on met un peu là, des écrans de fumée devant lui pour essayer de camoufler un peu ses failles. Fait que j'espère qu'on va être capable de donner quelque chose de gros. Une grosse performance de son côté. À côté d'un Drew McIntyre qui est pratiquement parfait dans le ring, je pense que ça peut très bien se faire. Puis l'histoire est intéressante. Puis probablement sa meilleure run depuis 1 an, là, depuis qu'il est rendu dans un personnage amer, quand même proche de la réalité, qui est rendu dans le flou un peu. Là. Bon micro, il n'avait jamais été le meilleur au micro, il a toujours été correct. Là, je trouve qu'il a trouvé quelque chose de le fun. Oui, vraiment. Écoute, dans les questions qu'il y aura un peu particulières pour cette question-là, évidemment, il y aura quelle arme, autre que la cage, évidemment, sera utilisée, parce que Hell in a Cell, il y a beaucoup de choses qui sont en dessous du ring, on peut aller se rendre. Aller chercher. Une grosse crise de massue en bois, peut-être? Ben écoute, on va essayer de voir les différents éléments qui ont été amenés dans l'intérieur de la rivalité également. Est-ce que le strap sera utilisé pour faire appel un peu au bracelet? Quelque chose pour étrangler, peut-être? Évidemment, les armes classiques seront également de l'avant. Je m'attends, cependant, écoute, à quel point il y aura beaucoup de bombes, je sais pas. Parce que j'ai l'impression que CM Punk, il en reste pas tant que ça, des bombes dans le corps. J'ai l'impression que les armes seront quand. Tu sais, t'as des Hell in a Cell qui se concentrent plus sur la lutte, mais j'ai l'impression que celui-là va se concentrer plus sur les armes. Ouais, c'est ça. Qui vont être utilisées. Encore des Smokes and Mirror, mais avec peut-être quelques plus grosses bombes pour mettre de l'emphase ou mettre de quelque chose de croustillant dans le match. Là, pas juste des coups de kendo dans le dos, là, à un moment donné. On en revient. Exact. Qui, de ton côté, as-tu gagnant pour remporter cette rivalité-là? Parce que d'abord, c'est le dernier match. Ben, je pense que ça n'a pas le choix d'être Punk à ce point-ci. OK. Tu peux pas rapporter... La première feud, même si ça fait 1 an qu'à t'offre avec Punk, que t'as rapporté dans ta compagnie, j'ai l'impression... À moins que Punk est très ouvert à mettre un Drew over, puis ça se peut. Peut-être qu'ils s'entendent bien dans la vie, je sais pas. Peut-être que Punk n'est plus amer de l'entièreté du monde avec qui il travaille et qui est prêt à mettre over Drew, mais ça m'étonnerait. D'après moi, dans la construction, j'ai l'impression aussi que Punk a baissé beaucoup les attentes. Comme s'il était peut-être déjà au courant qu'il perd ce match-là. En disant, hey, il m'en reste pas beaucoup, c'est parce que je suis vieux. Si je perds, c'est normal. Si j'étais à mon prime, je t'aurais battu. Ouais. Ben, j'essaie d'analyser un peu pour essayer de voir qui va garder la face, parce que si on se fie
à la logique, ça devrait être Drew. Mais si on se fie au booking puis au best for business, justement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'argent à faire pour commencer à construire un CM Punk vers une ceinture. Ouais, c'est ça. Et moi, il y a plus d'argent à faire de ce côté-là que d'argent à faire à amener Drew, même si je pense que Drew il est vraiment supérieur au niveau in-ring. 100%. Puis Drew est pas loin d'être capable d'être dans le title picture. Là, puis... Ben, il était cette année, mais comme d'être là pour de vrai, puis de durer comme champion. Là, pas juste avoir un 3 mois un peu flou avec une patate ceinture. Là, fait que, mais... Punk pour moi, quand même, de mon bord. Ok. Mais moi aussi, j'ai avec CM Punk. Je pense que l'argent est plus de ce côté-là. Fait que je trouve plus intéressant de construire un CM Punk pour tu sais, ça fait 10 ans qu'il est plus là. Plus de 10 ans qu'il est plus là. Il y a tellement de matchs qu'on veut voir. C'est ça. Fait que construisez-le comme une vraie menace. Oui. Et battre Drew dans un Hell in a Cell, ben, ça légitime pour aller contre Gunther. Pour aller contre d'autres lutteurs qui sont sur la carte. Fait que je vais aller avec CM Punk parce que je trouve ça plus intéressant, le chemin vers la ceinture. Ouais. Puis Punk est quand même efficace comme challenger. Moi, je trouve. Ben oui. C'est run pour. Je pense pas qu'il va avoir la ceinture un jour. Peut-être que je me trompe. Mais au moins une run pour courir après. Je pense que ça serait intéressant. Puis ça donne l'opportunité au public de peut-être faire un effet de foule et de ne pas donner le choix à la direction d'y donner la ceinture. S'il y en a un présentement qui pourrait rallier les foules, c'est peut-être CM Punk. Parce que j'ai l'impression qu'on écoute beaucoup quand même le public présentement. Puis le seul qui irait un peu à l'encontre de tout ça, qui serait vraiment peut-être pas dans les plans, serait CM Punk. Parce que si on se fie à l'ancienne direction, les gens qui nous ont trahis de cette manière-là, qui nous ont fait chier de cette manière-là, ben on leur redonne pas nécessairement une chance facilement. Si je me projette dans le futur, il y a un John Cena qui va revenir pour 2025 à Netflix. J'ai l'impression qu'on peut aussi bâtir quelque chose avec ces deux-là. Il y a de l'histoire, il y a de l'ancienneté, il y a quelque chose de le fun là. Est-ce que Punk à ce moment-là va avoir une ceinture? Est-ce que John Cena va courir après? Est-ce que Punk pourrait être la personne qui perdrait la ceinture aux mains de John Cena à ce moment-là? Ça pourrait être intéressant aussi pour que Cena peut avoir sa dernière run. Moi, je me fie encore au fantasy booking que tu nous as donné il y a 2 mois là, avec John Cena. Puis je trouve que ça fonctionne tellement qu'ils ont comme pas le choix d'aller dans cette avenue-là. Fait que, un peu comme on vit avec Danielson présentement, où quand je vais le perdre, je vais perdre la ceinture, puis je vais prendre ma retraite, puis ça va être la dernière fois que vous allez me voir. Fait que j'aime beaucoup cette histoire-là. Maintenant, on le fait avec Danielson, je sais pas si la WWE va le faire avec Cena, mais j'ai l'impression qu'avec Punk, cette histoire-là pourrait être intéressante. Maintenant, s'il perd là, est-ce que ça impacte le fait, dans 6 mois, qu'il y ait une feud ou pas avec Cena? Je sais pas. Mais c'est parce qu'il s'en va où s'il perd? Ben, c'est ça, exactement. Faut qu'il se rebâtisse, faut qu'il lutte chaque semaine. Est-ce que son corps est capable de lutter chaque semaine contre des jobbers? Alors que Drew, il est plus capable de se revirer sur un scène et aller attaquer quelqu'un. Exactement, il peut attaquer n'importe qui. Un Jey Uso. Oui, c'est ça. Pour la Alors qu'un CM Punk, j'ai l'impression qu'il y a un peu. T'as pas le choix de le faire gagner si tu veux poursuivre avec CM Punk. Fait que voilà notre analyse un peu. On est des sommeliers, fait qu'il y a quand même une analyse intense pour vous dire CM Punk, selon nous, devrait gagner ce match-là. Mais vous avez le droit de pas être d'accord, fait que dites-nous-le dans le questionnaire, dans les commentaires. Prochain match. Le match, écoute, je vais dire, de la carte le moins bien construit, mais quand même bien construit si on compare à d'autres PLE qu'il y a eu dans les derniers mois. Oui. Et c'est Nia Jax contre Bayley. Un peu une revanche de SummerSlam parce que Nia Jax avait droit à un shot à la ceinture que Bayley avait, puisqu'elle avait gagné Queen of the Ring en mai dernier. Et elle a exercé son droit comme Gunther lors de SummerSlam. Et comme Gunther, elle a remporté également la ceinture. Ça fait depuis, exact. Et depuis, on n'a pas eu de match revanche entre les deux. Donc c'était un petit peu... je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas s'il y a une petite blessure. Je sais pas s'il y a un petit temps mort. Je sais pas si c'est juste on voulait mettre un peu plus au ralenti le développement de cette histoire-là. Mais j'ai l'impression que ce match-là, je l'aurais pris à Bash in Berlin plutôt qu'à Bad Blood. Je suis quand même d'accord. Parce que Bayley a comme disparu pendant un mois. Puis là, elle est revenue. Puis là, on a continué l'histoire. Mais il y a eu un mois de tampon où
Nia Jax n'a pas vraiment d'opposition Non, réelle, c'est ça. donc que Michin, mais tu sais. Ouais, Michin, là, on crée un peu, on bâtit un peu la relation qu'elle a avec Stratton aussi. Ouais. Tension avec la valise / sacoche. Il y a toute cette histoire-là qui est racontée. On a mais quand c'est même pas... pris à la gorge Stratton lors d'un segment à SmackDown Ouais. dans les dernières semaines. C'est ça, là. Stratton qui est comme mis en... En tout cas, la construction, je ne sais pas si Stratton elle-même le sait, mais je trouve la construction du personnage en ce moment un petit peu bizarre parce qu'on a les On la segments avec tasse. Nia Jax où elle est très victime. Ouais. Qu'elle pourrait être une bonne babyface, mais dans le même SmackDown, elle a un segment avec une Naomi ou avec une Bayley où là elle est Qui très calme tout le méchante monde. puis C'est ça. elle oublie qu'elle venait de se faire étrangler par Nia Jax. J'ai l'impression qu'il pourrait avoir plus de subtilité dans le jeu de Tiffany Stratton Mhm. parce que j'ai l'impression que c'est très soit elle la joue full victime ou elle la joue full je suis du côté de Nia Jax, mais il n'y a pas Est-ce beaucoup de que- nuances. Est-ce que dans la construction de l'histoire, tu penses qu'on est assez mûr pour un cash-in? Moi je pense pas encore. Victoire de Bayley, cash-in de Stratton. Devant Nia Jax qui vient de perdre la ceinture. Et là, le transfert de pouvoir est changé complètement dans la dynamique de Stratton et de Jax. Ça pourrait vraiment être intéressant, mais j'ai pas l'impression qu'on va tout de suite. En tout cas, de ce Mais de la que façon je que c'est vois, écrit, il n'y a rien sur lequel on peut s'accrocher. Fait que tant qu'à ça, aller vers ça pour nous donner justement un peu d'histoire au travers de ça. Stratton, c'est le fun de la sacoche. Vu qu'elle est à côté de Nia Jax, je ressens pas que c'est une Money in the Bank qui est forte, qui est menaçante. Fait que Mais j'ai tant qu'à l'impression ça, qu'on va- cacher in pour qu'elle aille la fucking ceinture, puis bâtir la forte comme méchante, tu sais. ouais, j'ai l'impression qu'on va continuer de teaser, moi, un petit peu encore. Ok. S'il y a quelque chose qui est pour arriver, je m'attends à ce que ce soit aux alentours de Survivor Series. Ok, ouais. Peut-être Ok. un petit peu après, pour avoir un petit... J'ai l'impression que Stratton... En tout cas, on va voir la réaction du public, mais j'ai l'impression que ce sera probablement une championne de transition. Uh-huh. Peut-être que je me trompe, mais c'est ce que ça me laisse croire. Puis, tu sais, souvent, l'année qui suit ta mallette est quand même primordiale là, dans Oui. ton développement. Ben oui. Et ce que je vois présentement de Stratton, j'ai pas l'impression qu'au niveau de sa performance au micro, qu'elle saisit toutes les nuances qu'elle devrait saisir pour amener un règne de champ. Tu sais, elle me fait beaucoup penser à une Jack Swagger à l'époque, ou à tu sais, un espèce de champion que la valise, mais il y a C'est pas, rien... ça connecte pas, c'est ça. Exact. Il y a comme, il y a beaucoup de potentiel, mais on voit pas qu'elle prend tous les morceaux de casse-tête, tous les outils qu'elle a pour s'élever elle-même. J'ai l'impression qu'elle est encore très respectueuse de Nia Jax. Là, je parle dans l'histoire, mais également dans la vie là, réelle. Pour se dire, non, c'est moi qui va prendre ta place. T'sais, elle n'a pas l'arrogance ou l'ego de se dire, je vais te dépasser, genre. T'sais, c'est quand même une rookie. Ça fait 3 ans qu'elle vient de commencer la lutte. Elle a commencé en 2020. J'ai l'impression qu'elle est très respectueuse des vétérantes autour d'elle et qu'elle aura un run de, justement, un peu... Son temps viendra, puis elle le sait. Versus, mettons, Braun Breaker, qui a un peu eu le même parcours. Là, on s'entend, il a perdu sa ceinture rapidement. Mais lui, contrairement à Tiffany, j'ai l'impression qu'il embrasse un peu plus le côté. Non, c'est moi le next one. Là, t'sais. Ouais. Oui, je l'ai perdu, mais je m'en vais. Je l'ai perdu parce que je m'en vais à quelque chose de plus haut. J'ai l'impression que Tiffany, en ce moment, elle se cherche un petit peu, puis elle n'a pas encore trouvé le personnage. L'histoire est tellement mal racontée que si on parle même plus de Bayley et de Nia Jax, on parle de Tiffany Stratton qui est à côté. Ça n'a pas de bon sens. Bayley, je ne comprends pas. Est-ce que c'est une marde backstage? Est-ce qu'il y a quelqu'un quelque part qui l'aime pas? Elle est tellement pas bien utilisée. Puis elle est tellement bonne, puis elle pourrait tellement être mise dans une position. Tu sais ça, est-ce qu'elle était blessée? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose pour. Elle est pas là. Elle est pas là, puis quand elle est là, elle est beige, plate. J'ai de la misère. Avec ce qu'on nous donne de la part de Bayley, quand on sait qu'est-ce qu'elle est capable de nous donner, quand on connaît le potentiel. Le niveau in-ring est bon de Bayley aussi. T'sais, les matchs qu'elle sort sont quand même bons. Sa lutte est excellente. T'sais, le match contre Io Sky à WrestleMania, c'était excellent, mais le build-up n'était pas très bon. Exactement. Le côté créatif autour, l'aura qu'elle a présentement ne fonctionne pas. Puis j'ai l'impression, je revis un peu la même émotion que j'avais avec elle à la fin de sa gimmick de Hug, là, où on faisait comme, c'est plus...
c'est beige, c'est plate, il n'y a rien autour. Fait que je sais pas, est-ce que de gagner ce match-là, de gagner la ceinture, va lui redonner peut-être la chance de se rattraper pour la run un peu beige qu'elle nous a donnée cet été? Je sais pas, mais Ben, moi, je trouve que c'est le meilleur moment de la carrière de Nia Jax. faut le capitaliser là-dessus, Fait que continuer. moi, je continuerai avec Nia Jax. Je suis à la même place. Je suis à la même place. Et je ne Bayley ferai pas me le donne rien. cash. Je ne ferai pas de cash-in tout de suite. Fait que moi, j'irai avec Nia Jax qui garde sa ceinture contre Bayley. Et si Bayley, on veut l'envoyer dans une autre direction, j'ai plus l'impression qu'on va se faire avec Naomi, qui a quand même été partie prenante de ce build-up-là. On garde le côté, ils vont pas se trahir, mais peut-être ça s'en vient. Peut-être c'est dans les petits plans. Et on aura peut-être un sauvetage, un faux sauvetage de Naomi après le match pour s'aligner vers un beatdown et partir en rivalité Bayley-Naomi. Moi, c'est quelque chose plus comme ça que je m'attends. Mais Nia Jax, je trouve que c'est le meilleur. Son personnage, c'est à ce moment-ci de sa carrière qui est le plus clair, qui est le plus. Ah, ça oui. Elle nous donne quelque chose qui est très fun efficace. Pour de vrai. Oui. Une big woman qui domine, qui est épeurante, dangereuse. Oui. Et qui a même dans sa poche une espèce d'allié que la valise, mais qui est intimidante et qui éventuellement amènera peut-être un babyface turn du côté de Stratton. Fait que, moi, je garderais le cap sur Nia Jax. Puis Stratton n'est pas encore prête. Fait on continue de la construire, d'y donner du ton micro pour qu'elle se développe un peu plus. Puis que ça lui permette que ce soit effectivement efficace, ce turn-là, lorsqu'il arrive. Ouais. Moi, je reste dans l'optique de. On nous donne rien dans ces histoires-là, ou pas grand-chose en fait. Je pense qu'on va juste changer complètement de cap. Fait que je reste avec mon idée que Bayley va gagner. Il y a un cash-in. Stratton sort championne. Tout le monde s'en va ailleurs pour être capable de bâtir tout le monde, continuer à bien bâtir tout le monde. Jax peut continuer à courir après Stratton pour la ceinture. J'ai l'impression qu'une Stratton Babyface serait peut-être plus efficace à ce moment-là avec la méchante qui court après elle, parce qu'il faut continuer à bâtir Nia Jax exactement comme elle est présentement. Ça fonctionne. Et gros booking pour Pierre là-dessus. Oui. Et vous pourrez vous aussi, c'est une des questions, est-ce qu'il y aura un cash-in? Ben, vous pourrez nous le dire dans le questionnaire si vous pensez qu'effectivement, comme Pierre, il y aura un cash-in. Ben, il faut quelque chose d'intéressant, là, parce que sinon le pay-per-view présentement, il est skié, là. Si la lutte est bonne, c'est bon, mais il faut skié, mais en même temps, t'as le retour de Monsieur WWE des dernières années, Monsieur Roman Reigns, qui a décidé d'enterrer l'âge de guerre. Il s'est mis en équipe. Ouais, il n'a pas enterré très creux, d'après moi. Là. Pas très creux, elle est sur le bord, mais un petit peu dans le sable. C'est un petit sable fin. Et il se met en équipe avec Cody Rhodes pour aller affronter son ancien clan, la Bloodline, qui a été pris de contrôle par son ancien enforcer, M. Solo Sikoa, qui est devenu le nouveau Tribal Chief au détriment de M. Reigns. Et qui, lui, va être flanqué de son propre enforcer, Jacob Fatu, qui, selon toute vraisemblance, a plus d'impact que M. Sikoa, de la manière du booking qui est fait. Et je pense dans la réalité également, les gens le perçoivent beaucoup plus fort que Solo. Ce qui était peut-être pas nécessairement le cas dans le temps de Roman Reigns. On s'entend, là, Solo n'était pas perçu plus fort que Roman. Du tout. Peut-être un petit... En tout cas, une petite faiblesse du côté du personnage de Solo Sikoa présentement, comment il est construit. Évidemment, l'histoire est racontée depuis 2 WrestleMania déjà. Fait que toute l'histoire entre Cody et Roman Reigns. Date de là, il y a eu un changement de ceinture. Cody a remporté la ceinture du côté de Roman. Et depuis, Roman, il fait des dodos. Mais il a décidé de revenir parce que Solo a pris le contrôle de la faction du Bloodline. Et il venger son Wiseman. Exact, venger son Wiseman. Également, je pense aussi venger le fait qu'il s'est fait traiter de faible par Solo. Fait que ça, il l'a pas pris. Fait qu'il décide de revenir pour casser la gueule à son ancienne équipe, à son ancienne famille, et décide d'être flanqué de Cody Rhodes. Écoute, un match qui est presque... En tout cas, le côté le plus intéressant, j'ai l'impression, de ce match-là, c'est ce qui n'est pas dans le match. Oui, je suis à la même place. Fait est-ce que, dans le Bloodline, qu'est-ce que ça va créer? Il y a toujours ce petit point d'interrogation-là, moi, qui me chicote un peu, de pourquoi la nouvelle Bloodline ne respecte pas Roman Reigns. Solo, on peut le comprendre, après le pouvoir, mais pourquoi le reste ne décide pas de tourner contre Solo, ne décide pas de prendre le côté de Roman Reigns, qui, selon toute vraisemblance, pendant plusieurs années, était le chef incontesté. Fait que c'est un petit point d'interrogation-là que j'espère qu'éventuellement on va répondre.
J'ai pas l'impression que ça va être dans ce pay-per-view-là, mais peut-être qu'un retour de The Rock va venir répondre à ces questions-là. Ouais. Ça, j'espère beaucoup. Et du côté de Cody, ben, pourquoi il vient se mettre ami avec son rival depuis toujours et la frustration que ça va créer de ses vrais amis, entre guillemets, Randy Orton et Kevin Owens, qui, dans les dernières semaines, ont laissé paraître un certain mécontentement. Oui, absolument. Avec Cody qui décide de s'aligner à son ennemi juré, leur ennemi juré également, Roman Reigns, pour aller affronter le Bloodline. Donc, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus ça qui va être intéressant que le match entre les deux. C'est sûr que l'affrontement Jacob-Reigns, j'ai hâte de le voir. Oui. Deux Samoans qui sont construits très très fort. Fait que lequel des deux va le plus nous sceller? Ouais. À voir, mais j'aimerais ça va être Jacob, moi. Et Je pense qu'il y a beaucoup d'affaires dans ce match-là, beaucoup de Easter eggs. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de callback à ce qu'on a déjà vécu au travers de cette histoire-là. C'est certain qu'il va y avoir des confrontations ou de la tension plutôt entre Reigns et Rhodes pendant le match. Ça va être une question. Certain. Est-ce que ça va devenir physique? Je sais pas. Maintenant, est-ce que l'implication de Tama Tonga et Tanga Loa, qu'est-ce que ça va être au travers de ça? Est-ce que Kevin Owens et Randy Orton vont venir sauver ça? Mais ce qu'on nous raconte majoritairement ou ce qu'on va mettre de l'avant, j'ai l'impression, puis vers où on va finir ce match-là, c'est d'installer le Wargame. C'est vers ça qu'on s'en va. Maintenant, où Cody va se trouver dans ce Wargame-là? Est-ce qu'on va avoir un Wargame à 3 équipes, 3 factions? Est-ce que Rock va revenir, justement, puis on va découvrir que c'est lui qui tire les ficelles, et c'est pour ça que c'est Solo qui est là, et que même si c'est pas Solo qui paraît le plus fort, mais que Rock est derrière, et c'est pour ça que tout le monde respecte Solo, parce que tout le monde le respecte de Rock. C'est ça la réponse qui va être donnée. Est-ce que Roman va tourner contre Cody? Est-ce que Cody va tourner contre Roman? Est-ce que le Solo, pas Solo, mais est-ce que Tama Tonga Loa va se rallier du côté de Reigns? Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Est-ce que Jimmy va revenir? Est-ce que Paul Heyman va revenir? Le match comme tel, j'ai l'impression qu'on s'en calisse. Ça peut être un très bon match, oui, mais c'est un simple, vulgaire match par équipe. Il n'y a pas de titre en jeu, il n'y a pas de stipulation plus que ça. Donc, on va vraiment être rivé sur l'histoire comme telle. À l'intérieur du match, l'histoire va être intéressante pour toutes les raisons que j'ai nommées, et à côté du match aussi, l'histoire qui va être racontée va être intéressante pour toutes les raisons que j'ai nommées. Fait que, est-ce qu'on va être capable de nous donner de la lutte de qualité supérieure avec du storytelling de qualité supérieure? Toutes les gens qui sont impliqués sont capables de le faire. Maintenant, est-ce que ça va être bien rendu? J'espère que oui. C'est rare que le Bloodline ont raté la cible sur ce côté-là. Fait que, je suis excité de voir ce match-là. Je suis hype de voir ce match-là parce que je n'ai aucune idée où ça peut s'en aller. Tout le monde qui est impliqué dans le projet peut tourner un contre l'autre. Tout le monde peut tourner à n'importe quel moment dans cette crise d'histoire-là. J'adore ça. C'est la force de l'histoire du Bloodline depuis 1 an maintenant. De beaucoup d'avenues possibles. Et c'est ça qui est très payant, je pense, quand tu fais du booking de lutte. C'est que ton public n'est pas capable de savoir vers où l'histoire s'en va. Cette histoire-là est le parfait exemple de ça, encore une fois. Oui, il y a des plot holes un peu partout. Sauf mais moi, j'ai l'impression, de la manière qu'on a construit, avec surtout le côté cinématique entre Cody et Roman, j'ai l'impression que ce match-là sert de chapitre à cet éventuel rematch entre Cody et Roman. Et qu'on va peut-être avoir dans 2-3 ans, là, qu'on n'aura pas. Je sais pas, moi je pense qu'on va l'avoir à WrestleMania l'an prochain. Tu ou un crois? petit peu avant. Moi je pense que oui. The Rock se trouve où là-dedans? Contre Cena? Ben, exact, c'est ça que j'ai hâte de voir. Moi c'est ça que j'ai hâte de voir. Qu'est-ce qu'on va faire avec le Bloodline? Parce qu'il y a plein d'avenues. Mettons l'avenue la plus logique, c'est de garder Roman face. Oui. Mais c'est pas niaiseux si tu décides de lui faire un quick heel turn et de ramener le Bloodline à sa main. Là, tu sais. Je suis d'accord. Je suis très d'accord. Faire un double turn, puis que peut-être que tout ça n'est qu'un grand plan pour comme enfermer Cody Rhodes avec genre ses ennemis jurés, tout ça. Puis que là, t'as un Cody, un KO, puis un Randy Orton qui fait « Je te l'avais dit, mon chum, man. Tu te mets pas ami avec le Bloodline. » Puis gars, qu'est-ce qui... Fait qu'il y a comme... Il y a tellement d'avenues possibles là-dedans. Mais j'ai l'impression que tout ça n'est pour que construire Cody contre Roman. Moi, c'est mon impression. Mais Wargame là-dedans, on dirait que tu te passes par-dessus Wargame qui est quand même un point pivot important, j'ai l'impression. Moi, je pense que s'il y a un... J'ai l'impression pour celui-là, on va faire comme si c'est une erreur.
Ok. Et comme si, tu sais, une attaque entre Roman et Cody, tu sais, un spear qui. On a Oups, évité quelque t'étais chose. Exact, était là. Qu'on va continuer de le construire. Et que c'est à Survivor Series qu'il y aura peut-être tout ceci n'était qu'un piège depuis le départ. Et Cody t'est tombé dedans. Puisque Et tu Wargame t'es. va se trouver dans une cage. Il va Exact. se... Et que tu t'es Ouais. également mis à dos tes alliés Ouais. naturels Uh-huh. pour tenter d'être allié avec nous. Fait que, moi, on dirait qu'il y a quelque chose là-dedans que je trouverais très intéressant de faire. Et à voir si c'est le chemin qu'on va prendre. Mais avec tout ce qu'on construit avec Randy Orton, avec Kevin Owens, Mhm. j'ai l'impression que ça fait plus de sens si on continue d'isoler Cody. Et que tout ça Ouais. n'est qu'une bonne J'aime pièce pas de ça. théâtre qui est mise J'aime pas de l'avant ça. du côté du Maintenant, Sami Zayn et Jay se trouvent où là-dedans? Pour l'instant, il se trouve nulle part. Fait que, on va attendre. Moi, j'ai mets pas tout de suite. Fait que Ok. moi, j'ai l'impression que de la manière que ça se construit, on va. Cody tentera de convaincre KO et Randy Mhm. de s'allier à Roman pour le Wargame. J'ai l'impression Ok. que c'est C'est plus ça vers cette que- ok, avenue-là. ouais. J'ai pas l'impression qu'on va recréer un Bloodline comme Contre Bloodline Bloodline. contre Bloodline. Peut-être qu'au bout de la ligne de l'histoire, ce sera ça. Ouais. Mais de la manière que ça On se n'est pas encore assez construit. mûr. Ouais. La manière Ok. que ça se construit présentement. Parce que j'ai l'impression qu'il manque un protagoniste de l'autre côté. Comme, je peux pas croire qu'ils vont continuer de mettre l'histoire sur les épaules de Solo Sikoa. Il n'y a pas C'est l'état un de Rock. Roman. Ça pas le choix de The Rock. Ça pas Exact. le Fait qu'il choix. faut que The Rock revienne si on veut Ça que pas le cet choix. affrontement-là se fasse. Puis même Et si on met tant Fatou que- de l'avant puis on tasse Solo, c'est quand même pas assez. Ouais. Puis ça. En tout cas, j'ai hâte de voir le chemin qu'on prendra, mais je trouve ça plus intelligent, plus fun à long terme d'avoir un rank qui finalement. Peut-être que Solo, on le tasse. Là, peut-être que Solo, c'est vraiment juste un agent perturbateur, mais qu'on décide de convaincre le reste du Bloodline de revenir du côté de Roman. Peut-être. Peut-être ça pourrait être le. Puis là, on lance pour vrai Solo en solo au niveau du mid-card. Oh. Solo en solo. Hein. mais écoute, Cody, je peux pas croire que ce qu'on construit avec KO et Randy va pas venir un jour lui mordre. Il faut que ça ait un impact dans l'histoire. Je veux le heel turn de Cody Rhodes avant qu'il prenne sa retraite. Asti! Ça n'a pas le choix. Faut qu'il se rende là. Faut qu'il y ait un turn. Faut qu'il y ait quelque chose. Il peut pas toujours être ce babyface beige-là. Puis je pognerai pas les nerfs. Il est trop aimé en ce moment. Oui, mais tabarnak, il est plein. Non, je pognerai pas les nerfs. Je pognerai pas les nerfs. Mais il est dû, là. Il est mûr pour un heel turn. On s'entend, là. OK. Et là, au final, dans le match de lutte, qui, pour toi, remporte? Est-ce que c'est Cody et Reigns? Non, c'est le Bloodline. C'est le Bloodline qui gagne à cause d'un fuck-up avec Road et Reigns. Cody va se faire... on va voir un pin clean entre Fatou sur Road. Cody. Sur Road? Ouais. OK, parfait. Ouais. Et écoute, je pense aussi... Le Bloodline a l'avantage du nombre pour ce match-là. Ouais. Ben, ça dépend si KO et Randy sont pas loin. Moi, je pense qu'ils vont être trop amers. Moi, je pense un peu trop d'amertume de leur côté. On va voir, il y a le SmackDown de la veille qui risque de nous en dire beaucoup là-dessus. Oui. Sur leur position, que nous, on n'a pas encore vu. Mais ouais, je pense que je vais y aller du côté du Bloodline pour éventuellement se rendre à Survivor Series. Parce que je pense que cette histoire-là ce chapitre-là de l'histoire va se terminer à Wargame, effectivement. Je pense que là-dessus, on est d'accord. La manière que ça va se faire, là, on n'est pas d'accord. Mais je pense que ça va être un bon indicateur, ce match-là, vers où on s'en va. Et qui sait, tu sais, ça pourrait être plaisant de ramener la vieille Bloodline ensemble pour affronter la nouvelle Bloodline. Oui. J'ai juste l'impression qu'on n'est pas là exactement parce qu'on est dans des gros programmes avec Jay. On est dans des gros programmes avec Sami. Ouais. Fait puis est-ce que c'est là le bon moment de leur sortir, de sortir le spotlight de la ceinture intercontinentale ou le spotlight autour de la belle principale pour Sami pour les ramener dans la grosse histoire chargée. Là. On s'entend quand tu rentres là-dedans, tu rentres pas là-dedans pour ressortir le pay-per-view d'après. Là. Tu rentres là-dedans pour un 6 mois facile et j'ai pas l'impression qu'on est dans le bon timing pour ces deux-là. Je pense que cette histoire-là sera racontée, mais beaucoup plus tard, après WrestleMania pour moi. Il y a un pondérable là-dedans qu'on pense pas, nous, parce qu'on n'est pas là-dedans. Parce qu'on regarde pas les Dirt Sheets, mais il y a des signatures d'Ikuleo, qui est un Samoan. Il y a des signatures de Zilla Fatou, qui est le frère de l'autre, qui est le cousin de l'autre. Il y a des signatures de Samoan qui se font.
de gauche à droite. Fait que, où ça va être dans l'histoire? On n'en parle pas vraiment parce que nous, on se fie à ce qu'on voit à la télé. Puis je pense mais aussi... j'ai l'impression que ça va arriver un moment donné, une certaine influence. Mais là, oui, au bout de la ligne, éventuellement, oui, ça c'est quand, sûr. Mais où, Paul quand, il est comment... plus patient. Ouais, Les signatures de Jacob sont arrivées de Tamatonga. Ils sont tous arrivés beaucoup plus tôt. Autour de WrestleMania, on parlait à ce qu'ils vont arriver à cet endroit-là, puis ils sont pas arrivés. Ils sont arrivés beaucoup plus tard. Là, ouais, plus tard pour rejoindre Solo dans une manière qu'on n'avait pas vu venir. C'est ça. Fait que, moi là-dessus, dans l'ancien régime, je t'aurais dit oui, ça a une influence. Dans ce régime-là, c'est des cartes qu'on a dans notre poche. Pour une future histoire, mais on peut laisser dormir quelqu'un pendant un an, à le payer chez lui, à être au gym, puis faire comme quand tu vas arriver, on va t'utiliser ou pas. Ou l'histoire dans laquelle tu vas être utilisé n'est pas encore à l'écran, fait qu'on peut pas la voir venir. Exactement. Moi, je m'en fais pas trop pour. Non plus, c'est ça. On n'est pas là-dedans, nous. Dans nos analyses, on prend pas ça en considération, mais je voulais quand même le nommer parce qu'on n'est pas cave, on sait que ça existe, c'est juste que on n'en parle pas parce que c'est pas ça qu'on nous montre à l'écran. Exact. Puis je pense pas non plus. Je pense que cette nouvelle garde-là est consciente du Dirt Sheet plus que l'ancienne, qui s'en foutait un peu plus. Fait que j'ai l'impression que. Écoute, tous les trucs surprenants qui sont arrivés dans la dernière année, on les a jamais vus venir. Mm-hmm. À aucun des moments. Mm-hmm. Puis même, mettons, CM Punk, ça s'est pas ébruité. Il y avait des. Tu sais, il y avait des peut-être. Il y a eu des rumeurs. Mais avant que ça arrive. Ça faisait un mois qu'on n'en parlait plus. Puis c'est arrivé. Exact. Fait que tu sais, moi je suis comme. Je me fie pas trop à ça parce que j'ai l'impression que cette direction-là est consciente beaucoup plus de la nouvelle époque dans laquelle on est. Avec les réseaux sociaux et tout. Fait que, quand même très d'accord. C'est ça. Fait que vous, dites-nous-le, qui vous pensez qui va gagner ce match-là. De quelle manière ça va se faire également. Et est-ce qu'il y aura petite bisbille entre Monsieur Road et Monsieur Rain? Ben, c'est là. Est-ce que la hache de guerre, comme Pierre, vous pensez qu'elle est enterrée juste un tout petit peu? Ou elle est bien enterrée pour avoir une alliance un peu plus long terme entre les deux? À voir. Et c'est ce qui fait un peu le tour. Et peut-être, question aussi, qu'est-ce que tu penses qu'il va être le main event? Parce qu'il y a quand même un bon choix. Le Hell in a Cell. Hell in a Cell, avec Drew Punk. Fuck. Mais ça se peut. C'est pas un mauvais choix. Je suis en train de sauter. Mais je sais pas. Je sais pas. On dirait qu'il y en a 3 pompes potentielles. C'est que dans l'optique qu'on met une ceinture à la fin, ça serait les filles. Exact. Liv Rhea, pour moi, serait le choix logique au niveau de la ceinture. J'ai l'impression, en termes, on va y aller pour le Star Power. Fait que moi, je vais mettre le tag, le Bloodline. Le Bloodline, Cody Road Reign. J'ai l'impression aussi. Puis le NSL pourrait ouvrir. Exact, peut-être ouvrir. Mais tu sais, je trouverais ça le fun que Liv Rhea ait le spot du main event parce que j'adorerais ça. C'est l'histoire pour moi qui est la mieux construite quand on arrive à cette PL. Ça dépend de la fin, ça dépend comment on finit, ça dépend sur quelle énergie on veut finir le pay-per-view. On veut finir un pay-per-view avec une grosse énergie de babyface. Rhea est championne, sort avec le beau visuel. On veut finir sur un what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé. Le tag team à ce moment-là est peut-être intéressant pour avoir un beatdown à la fin ou pour avoir un face-à-face Roman, Cody finalement. Ça dépend vraiment vers où on veut aller. Et c'est fantastique parce qu'on n'a aucune calice d'idée vers où ils s'en vont, puis c'est ce qui est le fun. Ouais, fait que vous pouvez nous le dire, ça également, dans le questionnaire. Fait que ça fait le tour de cet épisode un peu résumé et préparatif de ce Bad Blood 2024. Le prochain épisode, on va faire déjà le review et les highlights de Bad Blood 2024. On espère qu'il sera le fun. Écoute, je pense, ultimement, une belle construction pour l'entièreté des 5 matchs. Je pense que oui. Quand ton match le plus faible serait la meilleure construction, si on était du côté de la All Elite Wrestling, ben, ça te donne un indice que la priorité est là, du côté de la WWE. Fait que dites-moi-vous, est-ce que vous avez hâte? Est-ce que vous êtes hype? On va également mettre un petit sondage pour vous demander comment vous l'avez trouvé. Fait que allez sur YouTube directement. On va faire un petit sondage sur YouTube pour, après le PLE, savoir comment vous l'avez trouvé, cet événement-là. Fait qu'on se revoit lundi prochain pour le retour Max Perriard ainsi que Gaston Gay pour les sommeliers de la lutte. Bye bye tout le monde!